Merci beaucoup, monsieur le délégué, pour ces propos introductifs. Vous l'imaginez bien que nous sommes tous enclins, justement, à encourager cette dynamique de paix et que nous sommes bien évidemment réjouis de tout ce qui s'est passé lors de ces dernières semaines. Et justement, c'était un peu l'intérêt. Initialement, nous avions anticipé de faire cette rencontre normalement le 12 juin. Il s'est avéré qu'on allait reporter ça pour justement prendre en compte ce sommet de la semaine dernière, qui a été accueilli avec optimisme par la communauté internationale. On s'est tous évidemment réjouis de cette tonalité positive, mais la question que beaucoup se posent a trait à la dénucléarisation. Et pour reprendre les propos de votre président, il faut éviter, a-t-il dit, de répéter l'histoire malheureuse des promesses non tenues. C'est donc ma première interrogation porte sur des thèmes qui ont une importance majeure en diplomatie, qui étaient dans le communiqué conjoint du 12 juin. Tout d'abord, la RPDC a évoqué la politique hostile, je dis bien la politique hostile des États-Unis, y compris le 9 mai dernier, pour tenter de justifier de son programme nucléaire. Quel sens faut-il donner à cette notion de politique hostile des États-Unis? Ensuite, dans la déclaration, comment doit être compris l'engagement de dénucléarisation complète de la péninsule coréenne? Puisqu'il semble que les engagements de la République de Corée prévus par la déclaration intercoréenne de 1992 ont été tenus par la République de Corée. Ensuite, il y a la question du contrôle de la dénucléarisation. Quel est le processus, le mécanisme de vérification prévu dans le cadre du processus de dénucléarisation qui doit s'engager? Est-ce que, par exemple, vous comptez établir une liste exhaustive des installations nucléaires du pays, comme votre pays s'y était engagé en 2007? Est-ce que vous pensez permettre un accès fréquent des inspecteurs internationaux à ces mêmes sites? On évoque en particulier la province du Chagang. Ensuite, dans sa conférence de presse conjointe à Singapour, le président Trump a mentionné que le processus de dénucléarisation commençait immédiatement. Or, il n'y a, à ma connaissance, pas de calendrier précis qui est mentionné dans la déclaration conjointe. Quelles sont donc les prochaines étapes et selon quel échéancier? Enfin, ma deuxième série de questions porte sur l'intégration de la RPDC dans la communauté internationale. Votre État a annoncé en avril qu'il suspendait ses essais nucléaires et balistiques longue portée et qu'il détruisait son site d'essais nucléaires de Pondicherry. Envisage-t-il de signer puis de ratifier le traité d'interdiction complète des essais nucléaires? Et pour finir, ma dernière question portera à la France, qui dispose d'une expertise technique forte en matière de démantèlement nucléaire. Quel rôle pourrait jouer la France afin d'assister votre pays dans ce démantèlement de ces installations nucléaires? Je vous remercie. Bon, je vais vous donner quelques informations sur les hostilités des États-Unis contre la RPDC. Ce sont les origines que mon pays a abouti à détenir l'arme nucléaire comme une dissuasion, comme la France avait fait avant nous. Et après la libération, et depuis
la proclamation de la République populaire démocratique de Corée, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais reconnu la souveraineté de notre République. Cette politique d'hostilité continue à s'exprimer sur tous les plans politiques, militaires et économiques. Ces hostilités accentuent d'année en année avec l'évolution de la situation internationale. Au temps de guerre froide, c'était toujours à cause de tensions entre les blocs Est et Ouest. Et après la dissolution de ce système socialiste dans le monde, les États-Unis attendaient toujours que la Corée soit dissolue par manière soit pacifique, soit par activité militaire. Et ceci montre que tous les ans, les États-Unis, ils ont des dizaines d'exercices de grande envergure contre la RPDC. Il faut savoir pourquoi nous mettons en question de ces exercices militaires. Les États-Unis d'Amérique ont des plans, des opérations militaires de toutes sortes. Premièrement, c'est la prise de Pyongyang. L'attaque sélectionnée est préalable à des sites stratégiques. Et c'est allé jusqu'à la décapitation du sommet de mon pays, pour lesquels ils ont mobilisé toutes sortes de leurs armes stratégiques, les porte-avions, les bombardiers stratégiques, les sous-marins atomiques, avec toutes les armes stratégiques. Et d'autre part, ils ont pratiqué de leur politique d'hostilité sur le plan politique. Ils n'ont jamais partagé les valeurs de notre République, de notre peuple. Ils ont hostilisé, mais on peut aussi parler des questions des droits de l'homme qui sont beaucoup plus exagérées, qui n'est pas en réalité actuelle. Il y a aussi les sanctions économiques. Je ne parle pas des sanctions des Nations Unies. Depuis la fondation de la République, les États-Unis ont continué à sanctionner, à bloquer, à déranger le développement de la RPDC, comme dans une condition normale. Et surtout, ces dernières années, et avec, je vais aussi parler quelques mots sur le processus de dénucléarisation des années passées. Et en 1964, en 1994, il y a eu des négociations avec nous et les États-Unis d'Amérique. On est parvenu à conclure un accord de cadre entre la RPDC et les États-Unis d'Amérique. Et ce sont l'essentiel, c'est que la dénucléarisation à cette époque-là. Donc, à condition que nous mettons à l'inspection de nos installations nucléaires, à l'inspection de l'AIEA, donc les États-Unis ont dû nous fournir une centrale électrique à eau légère. Donc, avec l'accession au pouvoir de l'ancien président Bush en 2002, les États-Unis ont pointé la Corée comme un axe des mal et un sujet à attaquer préalablement leur attaque nucléaire. Donc, ils ont suspendu leurs engagements qui ont été convenus dans le cadre principal entre la RPDC et les États-Unis. Donc, nous nous sommes orientés à déclarer, à faire des armes atomiques.
Donc, et après, les États-Unis nous ont demandé l'autre série de dialogue pour la dénucléarisation. Donc, nous avons accepté et nous avons dialogué. Il y a des reprises de dialogue de grande période. Le deuxième dialogue a été conclu par l'adoption de la déclaration 19 septembre 2005. Et vous avez parlé aussi de non-engagement de ces textes par notre côté. Mais le monde parle que les événements actuels ont été dus par les non-engagements. Mais ce n'est pas seulement de notre côté. Il faut aussi parler du côté de l'autre partenaire. Comme je vous ai dit, les États-Unis n'ont pas fourni de centrale atomique à eau légère. Ils ont suspendu leurs engagements. On parle aussi de la suspension de déclaration 19 septembre 2005. Mais nous avons fait tous nos efforts, nous avons accompli par action notre engagement. Le principe de déclaration 19 septembre était dans le cadre de respecter la souveraineté et dans l'égalité. On fait du dialogue et on passe à l'action. Ces principes n'ont pas été appliqués, respectés. Et d'autre part, il y a aussi des questions techniques. C'est par exemple la fourniture matériel qui peut être récompensé l'électricité. Alors ceci n'a pas été respecté. Et surtout, avec l'évolution du bloc, avec la fin de guerre froide, les États-Unis se sont orientés, au lieu de dialoguer, à faire la pression contre nous. Ils attendaient que la RPDC pourrait être démolie bientôt. Toutes leurs stratégies politiques et militaires ont été concentrées dans ce sens. C'était le problème. Donc, et compte tenu de l'aggravation de la situation, nous avons fait le choix d'aller à l'armement nucléaire. Et au mois de mars de 2013, nous avons proclamé officiellement notre politique de Pyongyang, à développer simultanément l'économie et les forces atomiques. Et après 5 ans, nous avons réalisé jusqu'à la fin de l'année passée. Et au mois de novembre, nous avons proclamé que nous avons réussi à l'armement nucléaire de l'État. Donc cette année, on s'est orienté vers la paix avec notre position stratégique importante nouvelle. Mais actuellement, personne ne peut pas nous attaquer. Donc nous pouvons garantir la paix dans la péninsule coréenne avec notre moyen militaire. Enfin, les questions étaient un peu précises sur justement, parce que là on a refait l'histoire, ce qui est toujours intéressant, mais les questions ont vraiment été précises sur le calendrier, sur l'ouverture. Vous n'avez pas répondu à ces questions. Non, je continue. Ah, c'est gentil. Merci. Et surtout, oui, si on pouvait par contre après finir même, pour pouvoir donner à mes collègues la possibilité de vous poser leurs questions aussi, s'il vous plaît. Bon, je continue à vous répondre. Oui, s'il vous plaît, sur les questions, si vous voulez que je les reformule, elles étaient assez précises sur le calendrier, sur... Bon, la question de dénucléarisation était un sujet au sommet Nord-Sud et au sommet de RPDC et États-Unis. Le Nord et le Sud se sont convenus dans la déclaration de Panmunjom
on va mettre un terme à la guerre, on va installer le système dur et solide pacifique, on va aller à la dénucléarisation complète. Donc, ce sont les sujets importants que le Nord et le Sud se sont convenus et à appliquer à la lettre. La dénucléarisation, ce sont les aveux, les instructions de notre dirigeant précédent, le président Kim Il-sung et le dirigeant Kim Jong-il. Nous allons faire. Et le camarade Kim Jong-un, il est déterminé à le réaliser. Mais la question, c'est la modalité. Et tout le monde s'intéresse. Le sommet Nord-Sud à Singapour a fait échanger très suffisamment ses manières et ses modalités, et pour lesquelles on attend des nouvelles rencontres de haut niveau entre les deux pays. On va continuer. Ce qui est important à la discussion de sommet RPDC et les États-Unis, que les deux dirigeants ont bien compris la nécessité d'établir des relations nouvelles entre la Corée et les États-Unis, à installer le système de paix. Ce sont les sujets importants. Alors, les volontés se sont exprimées, les deux parties ont bien compris l'un et l'autre. Donc, notre dirigeant avait dit que, compte tenu de l'évolution, de l'amélioration et compte tenu des mesures qui seraient prises par les États-Unis pour la sécurité de notre part, nous allons montrer notre bonne volonté. C'est important. Mais jusqu'à présent, nous avons déjà exprimé notre bonne volonté. C'est la suspension des tests ICBM, la démolition de sites de tests nucléaires à Punggye, auxquels nous avons invité des journalistes et aussi des autorités. Et puis, il y a aussi d'autres événements qui se sont prévus, mais je ne peux pas vous révéler tout ça parce que ce sont notre haut niveau va décider, va prendre des mesures, mais pour lesquelles les deux parties travaillent ensemble. Je vous remercie. Est-ce que je peux vous dire également une minute? Le 31 mai, le camarade Kim Jong-un a rencontré M. Lavrov, ministre des Affaires étrangères. Et lors de cette rencontre, il avait dit que nous sommes dans une situation nouvelle et nous sommes... il est conseillé de traiter la dénucléarisation et des relations Nord-Sud et conformément à la nouvelle époque, à la nouvelle situation, à la nouvelle méthode, avec d'autres méthodologies qui pourraient être satisfaites par les deux côtés, mais par voie, étape par étape, et par moyen de dialogue efficace et constructif. Alors, ces idées ont été aussi au centre au sommet entre nous et les États-Unis. Donc, les deux parties ont déjà bien déterminé. On est sur la bonne voie, mais on va continuer à concrétiser tous les calendriers, la méthodologie et tout ça. Bon, on va attendre un peu plus. Voilà, j'ai bien compris que je n'aurai pas de réponse à mes questions précises, de façon précise. Non, mais on est bien conscient des efforts qui sont entrepris et que les choses vont prendre du temps. Mais bon, là, par exemple, savoir si vous allez signer le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, vous
ne répondez pas, par exemple, à cette question. Le 20 avril de cette année, il y avait eu la réunion plénière du comité central du Parti du travail de Corée, auquel on a touché les sujets importants. On a réaffirmé solennellement l'accomplissement des forces armées de l'État. Et avec cette nouvelle position, le parti a déjà défini certains points importants, comme la cessation de ICBM et le démantèlement de sites de tests nucléaires qui n'ont pas besoin pour nous actuellement, à l'étape où nous avons déjà accompli ce système d'armement. Donc, nous avons dit également que le démantèlement de sites nucléaires est un processus de désarmement nucléaire. Et nous avons aussi exprimé notre volonté à continuer à nous conjuguer nos efforts dans les efforts internationaux pour le démantèlement des armes atomiques. Très bien. Ce sera votre réponse dans ce cas-là. J'ai bien noté. On va passer donc à la deuxième partie, si vous le voulez bien.